Bienvenue à tous. Merci d'être à nouveau nombreux à être présents pour ce Ouais, 1700 deuxième, balles, ça fait chier quand même, hein. deuxième webinaire de la journée et troisième de la Silver Week. Aujourd'hui, on est sur un sujet qu'on a l'habitude de traiter, au moins d'aborder, qui est le sujet du vieillissement dans le parc social. Hein. Manon, qui est avec nous, notre première intervenante, en dira un mot sur les enjeux, et Paul, qui représente Enéal du groupe Action Logement, nous éclairera aussi sur les dynamiques de politique de vieillissement dans le parc social. Je proposais avant l'intervention de Manon que chacun d'entre vous, du coup Paul et Manon, puissiez vous présenter, dire un mot aussi de vos structures. Je t'en prie Manon, et ensuite Paul, et on passe à ton intervention Manon. Eh bien, bonjour tout le monde. Donc Manon Caillon, je travaille dans une association qui s'appelle l'Action Tank. C'est une association d'intérêt général et on a un laboratoire d'innovation sociale. On va accompagner des acteurs, entreprises, collectivités, bailleurs sociaux dans des projets d'innovation sociale dans la lutte contre la pauvreté en France. Donc on traite beaucoup de sujets différents. Pour ma part, je suis notamment spécialisée sur la question du vieillissement. Donc j'ai mené pas mal de projets sur ce sujet, notamment des bailleurs sociaux. Voilà. Merci beaucoup. Paul, je t'en prie. Pour ma part, je suis en charge de l'innovation et de la prospective pour Enéal, donc c'est la foncière médico-sociale du groupe Action Logement. Et donc on a deux grands champs d'activité. Une première activité sur le logement social, donc avec des résidences intergénérationnelles. Et puis une seconde activité sur le médico-social, où on a pour objectif de racheter des établissements médico-sociaux et de travailler en partenariat avec des gestionnaires médico-sociaux, publics ou privés à but non lucratif, qui exploitent principalement nos résidences autonomie et nos EHPAD. Voilà, et puis on aura l'occasion d'en reparler un peu après. Parfait. Merci à tous les deux d'investir du temps auprès du réseau de Silver Valley. Manon, à toi, hein, c'est pour nous présenter un gros travail de diagnostic territorial que vous avez conduit auprès de l'assurance retraite sur les enjeux du vieillissement dans le parc social. Hein. Le parc social vieillit. Je crois que tu as une présentation, si normalement tu as la main pour partager, Oui. partager ton écran. Oui, je vais partager mon écran. Hop. Alors effectivement, je vais prendre le temps de vous partager quelques enjeux qu'on a repérés au travers sur le sujet du parc social. Alors je vais peut-être pas forcément être plus, je vais pas parler de la partie vieillissement démographique, etc., mais plus les caractéristiques un peu propres aux retraités qui sont dans le parc social. Et puis nous, les quelques enjeux, stratégies en tout cas qu'on aperçoit des bailleurs sociaux, effectivement, je vous restitue des choses notamment qu'on a pu travailler en partenariat avec l'assurance retraite Île-de-France. Donc de temps en temps, il y aura plus des chiffres qui concernent vraiment plutôt l'Île-de-France, mais je pense qu'il y a des tendances qui sont quand même représentatives de ce qui se passe en France métropolitaine. Je représente rapidement notre association. Je l'avais dit, un laboratoire d'innovation sociale. Donc notre rôle, c'est de pouvoir imaginer, expérimenter vraiment de façon très concrète de nouvelles approches et les déployer en France. On travaille avec 70 partenaires, on a une vingtaine de projets actifs, on couvre de nombreuses thématiques. Et donc effectivement, là aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience sur la partie vieillissement. Et nous, nos démarches, nos actions, ce qu'on fait sur ce volet-là, on est plus dans la partie accompagnement des seniors les plus modestes, d'où le fait aussi qu'on travaille beaucoup avec le parc social. Notre objectif, c'est de plutôt travailler la partie amont, repérage et fragilité, accompagnement. Donc, comment est-ce qu'on détecte les situations de fragilité, comment on massifie l'adaptation des logements, comment on lutte contre l'isolement et la solitude. Et donc, on va proposer des démarches d'accompagnement, de transformation de pratiques et d'expérimentation publique innovante. Et là, je vous ai mis quelques partenaires, c'est juste pour nous situer sur qui on est et ce qu'on fait. Et donc, sur la partie enjeu, je vous propose une première partie pour vous partager un peu le profil des retraités dans le parc social et leurs besoins. On a les deux estimations, on ne va pas en faire 15 000. Hein. Alors, il y a un micro qui était... Voilà, merci. La première chose que je voulais souligner, c'était l'exposition des retraités du parc social, fragilité économique et physique. On constate que, c'est pas vraiment une surprise, mais c'est bien de remettre des repères, qu'il y a plus de personnes modestes, plus de retraités dans le modeste dans le parc social. Donc il y a la moitié des locataires du parc social de plus de 65 ans qui perçoivent
moins de 930 € de ressources par mois. Je vous remets peut-être un peu des ordres de grandeur, parce que c'est pas toujours facile de se repérer, hein, mais le seuil du minimum vieillesse pour une personne seule, c'est autour de 1 000 €. Donc là, on parle de quelque chose qui est en dessous du minimum vieillesse. Le seuil de pauvreté en France, pour une personne seule, toujours, c'est autour de 1 200 €. Le SMIC, c'est autour d'un peu plus de 1 400, 1 430 €. Donc voilà, ça vous donne un peu un niveau de précarité des retraités dans le parc social. Et du coup, il y a la grande majorité des personnes qui appartiennent à la moitié la plus modeste de la population. Et ça, effectivement, c'est une vraie différence par rapport notamment aux propriétaires dans le parc privé. On constate aussi qu'il y a davantage de personnes en situation de handicap. Il y a 40% des retraités du parc social qui déclarent un handicap ou une gêne quotidienne, contre à peine plus de 25% de la moyenne nationale des retraités. Et on constate également plus d'isolement et plus de personnes isolées, notamment des femmes. Donc il y a 60% des retraités du parc social qui sont des personnes seules, et contre 34% pour les propriétaires dans le parc privé. Et on remarque effectivement que une surreprésentation des femmes retraitées qui sont séparées de leur conjoint, il y en a 2 fois plus qu'au niveau national. Donc voilà, ça c'est quelques éléments qui sont quand même très importants à considérer lorsque on va pouvoir travailler avec des bailleurs et travailler en faveur de ce public-là, parce que c'est un public en grande fragilité financière, avec peu de perspectives d'augmentation des ressources, puisque effectivement, globalement, la situation économique, une fois qu'on a la retraite, ça reste stable. On voit aussi, je ne l'ai pas forcément mentionné, mais des gros enjeux autour du non-recours au minimum vieillesse. Donc voilà pour un peu le panorama sur les fragilités économiques et physiques. Sur la partie d'inadaptation de l'habitat, aussi un petit comparatif entre le parc privé et le parc social. On voit qu'il y a davantage de difficultés en lien avec le logement qui est inadapté. Ça, c'est des données qui sont issues d'une étude menée par l'ADIL, qui a été faite en 2023. Je vous invite à en prendre connaissance si jamais ça vous intéresse d'avoir plus de détails là-dessus. Et donc, l'ADIL a interrogé différents profils des locataires du parc social, du parc privé, des propriétaires. Il y a beaucoup plus de difficultés à monter les étages. Bon, ça, c'est effectivement quelque chose qui est assez bien connu, l'accessibilité dans le parc social, avec beaucoup de bâtiments qui ne vont pas toujours être desservis par des ascenseurs et des étages importants. Des difficultés à accéder à utiliser ces sanitaires, donc ces baignoires. Ça, c'est, je pense, des choses qui sont bien connues aussi, mais on voit qu'il y a là aussi une prévalence dans le parc social. Et puis, seulement 10% des seniors du parc social qui ont déclaré avoir bénéficié de travaux relatifs à la perte d'autonomie. Donc voilà, un enjeu autour de l'adaptation de logement qui est un peu plus prégnant, ou en tout cas pour lequel il y a peut-être aussi plus une conscience de besoin qui est peut-être plus importante au niveau de ça. Les autres besoins qu'on peut souligner, c'est autour des difficultés financières sur le ressenti des charges devenues trop lourdes, notamment la hausse des coûts d'énergie qui se répercute. Et ça, il n'y a pas forcément de différentiel par rapport au parc privé. Sur la partie isolement et solitude, ce qui est intéressant, c'est de voir que la solitude est beaucoup en lien avec la difficulté de sortir de son logement, donc toutes les difficultés d'accessibilité, le fait d'habiter à un étage élevé et d'avoir des difficultés à monter ses marches, ça a un impact direct avec l'isolement et la solitude, donc il y a des gros besoins là-dessus. Et un dernier volet que je voulais souligner, c'était par rapport aux besoins de souhait ou de déménager. C'est un sujet très complexe, et effectivement, la plupart des profils des locataires en parc social, plutôt des personnes qui sont là depuis extrêmement longtemps dans leur logement, qui n'ont pas forcément envie de déménager, qui ont vécu toute leur vie. Mais néanmoins, il y en a quand même une partie qui souhaite changer de logement, notamment parce qu'ils souhaitent que ce soit quelque chose de moins coûteux ou plus adapté à leurs besoins. Et c'est une proportion qui est beaucoup moindre que dans le parc privé. Donc voilà pour ce panorama un peu des quelques enjeux que je trouvais intéressant de souligner et des particularités qu'on peut observer dans le parc social. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade. Je te propose d'avancer, Manon, et Oui. c'est vrai qu'on pourra prendre toutes les questions à À la la fin fin si très bien. s'il y en a. Ouais. Ensuite, le deuxième volet que je voulais proposer, c'était
un peu avoir une visibilité sur la stratégie des bailleurs sociaux face tous ces enjeux de vieillissement de la population. Là, je vais vous partager les résultats d'une enquête qu'on a menée justement en partenariat avec l'Assurance Retraite de France auprès de 24 bailleurs. Donc, c'est un prisme francilien, mais je pense qu'il y a des tendances qui peuvent se retrouver. Enfin, en tout cas, Enea, vous pourrez réagir et voilà, me dire si c'est des choses que vous constatez ou pas. Donc 24 bailleurs répondants, donc comme profil, c'est une grosse partie du parc social qui est représentée en Ile-de-France, quand même principalement parmi ces répondants des gros bailleurs, 20% de taille moyenne et 13% de petits bailleurs, donc moins de petits bailleurs que ce qui est représenté normalement. Principalement des ESH, donc des bailleurs plutôt, on va dire, privés et OPH à 38%, quelques SEM. Et puis, principalement franciliens, donc les 3/4 des bailleurs qui ont répondu, ils ont vraiment une grande majorité, 3/4 de leur patrimoine en Ile-de-France. Et un bailleur sur deux était conventionné avec l'assurance retraite Île-de-France. Ça, c'est un prisme intéressant pour nous parce que l'assurance retraite Île-de-France apporte, soutient la politique des bailleurs, notamment sur le volet d'adaptation, et ça peut avoir ça joue après sur les pratiques qu'ils peuvent avoir. Et en termes de profil de bailleurs, on voit que ils n'ont pas tous une même intensité du vieillissement dans leur parc. Donc la moyenne, elle se situe plutôt autour de 30% en Ile-de-France, et on voit qu'il y a un quart des bailleurs qui, en fait, ont aujourd'hui dans leur parc un vieillissement un peu moins prononcé pour l'instant, un peu plus faible que la moyenne. La moitié, c'était assez comparable, et pour un quart, c'était déjà vraiment bien plus prononcé, notamment les bailleurs parisiens. Et donc, forcément, à quel point on est déjà aujourd'hui confronté au vieillissement de ces locataires, ça joue sur là où on en est dans cette stratégie, de son organisation, à quel point on a vraiment intégré ces enjeux-là de façon transversale dans l'organisation du bailleur. Ce qu'on a voulu un peu mesurer, c'était le niveau de maturité des bailleurs sur la question du vieillissement. Alors, c'est pas quelque chose qui est facile forcément à mesurer. Il y a quelques indicateurs. On a interrogé savoir si les bailleurs avaient mis en place une politique interne et sur le vieillissement qui était vraiment intégrée, validée par la direction générale. On voit que pour la moitié, c'est quelque chose qui a été mis en place et qui est antérieur à plus de 3 ans. Pour un tiers, c'est quelque chose qui est assez récent quand même. Et puis, pour un quart, il y a encore un quart des bailleurs qui déclarent ne pas forcément avoir mis en place de politique interne. Donc, on constate qu'il y a quand même effectivement encore des bailleurs pour qui c'est un sujet qui n'est pas encore tout à fait intégré de façon vraiment systémique, avec une vraie stratégie, une vraie organisation interne qui en découle. La plupart des bailleurs disposent d'un référent sur la thématique du vieillissement. Bien sûr, ça dépend de la taille. Plus on est grand, plus on dispose de moyens et plus on a la possibilité d'avoir un référent vieillissement. Et on voit qu'il y a encore un quart qui n'ont pas encore la possibilité d'avoir cette personne-là, qui est quand même un atout pour pouvoir ensuite déployer et coordonner cette stratégie. Et ensuite, lorsqu'on leur demande où est-ce qu'ils se situent, s'ils sont à un niveau avancé, très avancé sur la question du vieillissement, il y en a une petite partie qui se déclare débutant, 40% en gros qui se déclarent intermédiaire, un tiers qui se déclare avancé et quelques-uns qui se déclarent vraiment très avancés. Donc voilà, ça vous donne aussi un peu des repères par rapport à l'hétérogénéité de cette maturité. En termes de stratégie d'accompagnement, la première chose, c'est quelque chose qui est généralement intégré par tous les bailleurs, c'est de pouvoir agir sur la question du bâti, des logements. Et donc, tous se positionnent sur l'adaptation des logements, mais la politique, elle est plus ou moins intensive. Donc là, on a mis des moyennes, mais en fait, ça reflète des intensités différentes. En moyenne, alors, on a 13% des logements qui sont occupés par des plus de 60 ans qui sont adaptés au vieillissement. Et le rythme d'adaptation est en moyenne 1,8%, mais là, c'est vraiment assez variable selon les bailleurs. On vous a mis un coût moyen des travaux pour donner un peu un ordre de grandeur aussi, mais c'est également assez variable selon des bailleurs qui vont avoir un cahier des charges extrêmement complet, qui vont vouloir le faire de façon un peu plus systémique, versus des bailleurs qui vont choisir de vraiment être sur quelque chose d'extrêmement léger. Sur la question du recours à l'ergothérapie. Une question. Oui. Allez-y, je vous écoute. Non.
Continue maintenant, je pense qu'on prendra les questions après. C'était juste un micro qui n'était pas éteint, je crois. Ok, d'accord. Très bien. Comme c'est. Donc la moitié des bailleurs qui ont recours à des ergothérapeutes, alors c'était aussi peut-être une particularité pour le coup francilienne parce qu'il y a la possibilité en Île-de-France via l'assurance retraite Île-de-France d'avoir des visites d'ergothérapeutes qui sont financées pour faire le diagnostic d'adaptation. Et donc on voit qu'il y a la moitié qui systématiquement ont recours à ce diagnostic dans le cadre de leur politique d'adaptation. Et il y en a très très peu pour qui c'est quelque chose qui est complètement étranger. Et il y avait une bonne partie qui finance des équipements pour les locataires seniors, des aides techniques d'équipes innovantes. Ça, c'est très probablement aussi amené à changer parce que la politique de l'assurance retraite Île-de-France a évolué. C'est plus quelque chose qu'elle propose de façon directe. Maintenant, c'est intégré dans le plan d'accompagnement individuel, donc Oscar. Et donc, c'est plus quelque chose qui peut être financé comme ça en direct par les bailleurs. Donc, probablement que maintenant, la proportion serait un petit peu moins. Donc, on voit aussi que les moyens dont disposent les bailleurs, en fait, ça varie aussi selon les sources de financement qu'ils peuvent disposer. Sur la partie détection et accompagnement des fragilités, on a cherché à savoir la proportion de bailleurs qui pouvaient agir de façon un peu proactive sur le repérage des fragilités auprès de leurs locataires. On constate qu'il y en a 20% qui ont aujourd'hui des actions de repérage de fragilité. Alors ça peut être des enquêtes courriers en amont de réhabilitation, ça peut être des appels téléphoniques, des campagnes téléphoniques, des visites, soit tout profil, soit ciblées lors de certains moments, des appels conicules ou alors des visites vraiment spécifiques auprès des personnes qui sont les plus isolées. Mais donc on voit que c'est quelque chose qui est globalement, pour la majorité, fait plutôt pour un petit nombre. Et c'est vrai que de ce qu'on constate, c'est quand même rarement intégré de façon systématique et régulière dans le temps. On avait également posé la question des ateliers du PRIF, donc qui sont des ateliers de prévention qui sont organisés par l'assurance retraite et lorsqu'on conventionne avec l'assurance retraite Île-de-France en tant que bailleur, on nous suggère fortement de pouvoir réaliser ces actions, ces ateliers de prévention. Ça peut être des ateliers autour de la nutrition, du sport, de la mémoire. Et donc, c'est des choses qui peuvent être effectivement organisées par les bailleurs. Donc, 1 sur 2 déclarent en réaliser. Après, en termes de proportion, généralement, c'est toujours un petit volume d'ateliers qui vont concerner un petit volume de locataires parce que c'est des choses qui sont assez chronophages pour les bailleurs à organiser. Et ensuite, on vous a présenté, on a essayé d'interroger les bailleurs sur les services qu'ils pouvaient proposer à leurs locataires. Donc, il y a la moitié des bailleurs qui proposent un certain nombre de services, de 7 à 10 services de proximité. Là où les services qui sont listés le plus fréquent, c'est l'assistance lors des pannes d'ascenseur. Et donc, la lecture du graphique, c'est en jaune ce qui est internalisé, quelque chose qu'ils vont réaliser en interne chez eux, et en gris ce qui est externalisé. Et donc, ce qui est plus fréquent, c'est effectivement assistance sur les pannes d'ascenseur, tout ce qui est jardin partagé ou alors des travaux d'autoréhabilitation, des choses qui sont autour de l'environnement. Il y a beaucoup d'actions autour des tiers-lieux et animations de locaux communs résidentiels. Et également des actions autour de l'appui à l'accès aux droits. Un bailleur sur 2 qui déclare réaliser des actions de lutte contre l'isolement social. Ensuite, cohabitation intergénérationnelle pour 40%. Enfin, voilà, je laisse prendre connaissance de un peu tout ça. Après, c'est vrai que là-dessus, les quêtes ne permettent pas de mesurer en fait le nombre de bénéficiaires de ces services. Et pour certains services, ça concerne vraiment un tout petit volume de locataires. Et ce qui n'est pas toujours évident pour les bailleurs, c'est de pouvoir avoir un modèle tant opérationnel que économique qui permette d'accompagner un grand nombre de locataires. Ça, c'est toujours un enjeu important. Donc voilà pour la partie représentation de services. Je crois que c'était tout ce que j'avais pu présenter. L'idée, c'était de faire un rapide panorama sur ma perception des principaux enjeux pour ces retraités et quelques exemples de positionnement de bailleurs et de montrer que c'est assez hétérogène. Peut-être qu'on a une démonstration assez complète à l'intérieur, j'imagine, mais il y a des bailleurs qui sont encore au début de ces politiques. Merci beaucoup, Manon. J'ai appris plein de choses, même si on en savait déjà un petit peu. C'est vrai que sur les distorsions finalement des publics,
Et c'est loin, enfin, rien n'est hétérogène dans le vieillissement. Et en effet, là, quand tu mets en évidence des situations d'isolement, enfin, on va dire les structures familiales un peu différentes, c'est super intéressant. Est-ce que tu as pu voir dans tout ça des bailleurs, en l'occurrence, qui avaient des bonnes pratiques, même qui étaient des pratiques très opérationnelles, très simples, sans être des grandes politiques, mais en tout cas qui avaient mis des choses en place qui fonctionnaient et qui fonctionnaient localement au niveau du groupe, hein, genre de Oui, l'ensemble du bailleur, mais en tout cas des bonnes pratiques, qu'elles soient micro-locales ou stratégiques, quoi. sur quel volet? Sur le volet isolement, sur le volet précarité, sur le... Surtout, enfin, si tu as Ok. vu je sais pas, une conciergerie de quartier qui marchait très bien, ou alors un plan stratégique qui marchait très bien, mais voilà, des bonnes pratiques et des belles initiatives que tu as pu voir chez des bailleurs. Il y en a quand même beaucoup qui fonctionnent bien. Et ça, le meilleur endroit, effectivement, enfin, pour les personnes qui sont intéressées d'en savoir plus, au-delà de certaines que je vais citer, c'est de Mm. regarder dans les guides USH et qui mettent en avant notamment Mm. le prix USH qui récompense les lauréats d'initiatives assez innovantes, inspirantes. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui sont présentées. Euh, Effectivement, il y a des... alors, à Paris Habitat aurait pu présenter son bricobus. Il y a des Mm. conciergeries aussi seniors qui fonctionnent effectivement bien. Après, c'est vrai qu'on constate que c'est quand même toujours dans un quartier assez local, donc c'est rarement répliqué sur l'ensemble du parc. Il y a des actions de lutte contre l'isolement en partenariat avec les petits frères des pauvres qui sont voilà, assez intéressantes. Euh, Après, oui, il y a pas mal de bailleurs qui vont avoir une stratégie beaucoup plus complète. Et après, il y a différentes stratégies. Il y avait des bailleurs comme Mille et une Vie qui vont avoir de nombreux partenariats qui vont être conclus avec tout un tas de prestataires sur, par exemple, les domaines d'aménagement pour accompagner les seniors avec MyJugad, les petits frères des pauvres, les cohabitations intergénérationnelles, enfin, qui comme ça vont à chaque fois pour chacun de services pouvoir s'appuyer sur différents acteurs extérieurs et d'autres bailleurs qui vont avoir des actions beaucoup plus internalisées, mais du coup peut-être moins, qui paraissent moins innovantes et qui vont être plus basées sur leurs pratiques, comment dans leurs pratiques ils vont Mm. davantage, alors, mieux accompagner leurs locataires. Ça passe par mieux former leurs collaborateurs sur les signaux pour repérer des signes de fragilité. Quand je vois que la boîte aux lettres est pleine, quand je vois que les volets restent fermés, quand je vois est-ce que les gardiens voilà, sont vraiment tous bien sensibilisés à cela. De fait de réaliser des enquêtes un peu plus fréquemment et le fait d'avoir aussi une formation très transverse au niveau de tous les métiers parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance de se dire bah, ok c'est les chargés de clientèle qui sont en première ligne pour accompagner le vieillissement et puis éventuellement service technique parce que c'est eux qui vont faire les travaux mais en fait ça va concerner en fait tous les métiers également ceux qui vont attribuer les logements s'assurer que les logements adaptés bah, s'ils sont libérés ça sera attribué à des personnes qui ont bien le besoin. Ça va concerner le neuf parce que quand voilà, on construit un nouveau logement, bah, il faut bien s'assurer que dans les cahiers des charges, on n'oublie pas tous les besoins de ce public-là. Ça va concerner la réhabilitation parce que quand on refait des travaux, bah, on s'assure que justement on prend bien en anticipe. Donc je pourrais avoir plein d'exemples de politiques internes qui sont peut-être moins shiny, mais qui sont plus structurelles et qui vont vraiment améliorer la façon dont le bailleur peut accompagner ce public-là. Mm. Justement, désolé, avant qu'on passe aux questions du chat, j'en ai une encore pour toi parce que là, j'avais l'impression, moi, c'est vrai que quand on a commencé à s'intéresser particulièrement au parc social avec Silver Valley il y a maintenant au moins 5 ans, parce que il y avait, avec Eneal notamment, je me rendais compte alors, Eneal était spécialisé déjà sur le vieillissement, mais les autres bailleurs avaient une personne qui était très très convaincue en interne et Oui, avait un peu de mal à diffuser auprès de finalement toutes les organes de service que tu as décrites. Est-ce que tu sens qu'il y a un changement aujourd'hui? Tu sens qu'on va dire c'est plus global et c'est plus une personne opérationnelle très engagée, très convaincue qui eh bien tout le bailleur qui marche, enfin toutes les équipes des bailleurs collaborateurs oui. des bailleurs qui s'investissent aussi. Oui, et j'ai l'impression que cette tendance-là, enfin, elle s'accentue aussi avec l'accentuation du vieillissement enfin, dans le parc. Et plus enfin, à tout niveau, on est confronté à ces situations qui deviennent complexes et qui en fait se visibilisent parce que
Pour les bailleurs qui aujourd'hui ont seulement un ménage sur 5 donc ceux qui sont plus dans la partie dans mon graphe là sur le vieillissement, qui sont encore pas trop confrontés, c'est encore quelque chose d'un peu balbutiant, mais en fait quand on a déjà aujourd'hui quasiment dans chaque résidence un locataire sur deux qui est plus de 65 ans et qui présente ces spécificités, bah, c'est difficile de s'en passer, donc ça tend à le devenir, mais néanmoins c'est toujours quand même un enjeu. Pas plus tard que récemment on a fait un diagnostic très complet socio-patrimonial pour Est Ensemble Habitat, dans ce but notamment de pouvoir convaincre, un peu mettre sous le nez de l'ensemble des directions ces enjeux-là pour que ce soit vraiment qu'ils soient assez convaincus. Et notamment, ce qui est intéressant, je dirais que j'ai pas mis de chiffres là-dessus, mais sur la trajectoire, par exemple, si on prend Est Ensemble Habitat, aujourd'hui, ils sont à un ménage sur 4, un logement sur 4 qui est occupé par une personne depuis 65 ans. Et en fait, ce chiffre-là, il va augmenter de 70% dans 10 ans. Donc, dans 10 ans, c'est en fait un ménage sur deux qui va être confronté à la perte d'autonomie. Ça, c'est des chiffres tout simples qui, du coup, une fois qu'on met sous le nez des directions, ça provoque quelque chose qui que ça se diffuse davantage. Et après, on rencontre toujours encore quelques bailleurs dont les références sont un peu avec leur bateau de pèlerin et ont un peu du mal à convaincre tous leurs collègues. Ça subsiste encore, même si c'est de plus en plus rare. Et aussi parce qu'il y a des enjeux assez concurrentiels importants et on est obligé un peu de faire comme tous ses copains. Ça reste un des facteurs de différenciation lorsqu'on traite avec des collectivités, de pouvoir montrer qu'on a une politique en ce sens et parce que ça représente aussi une clientèle importante, bah, c'est hyper important. Donc ça reste c'est un enjeu stratégique aussi pour des raisons aussi commercial et marketing, si j'ose dire. Après, je sais pas si Néal me rejoindra dans ce que je dis, mais moi, c'est ce que je perçois. Mais en effet, je crois que c'est vrai aussi sur l'Île-de-France où il y a un peu une densité, il y a une tension sur le foncier. Est-ce que c'est, on se bat aussi pour obtenir les terrains, les espaces. Je sais pas, Paul, si tu veux aussi réagir sur le sujet avant que je te pose. Bah, oui, clairement. Après, ça pose aussi des questions de ce qu'on appelle de sous-occupation, avec des personnes âgées qui se retrouvent dans des logements initialement plutôt familiaux, mais qui restent, parce qu'en général, passé un certain âge, en fait, on a de plus en plus de difficultés à déménager. C'est ce qui a été évoqué un peu plus tôt. Et donc, comme on est quand même aujourd'hui, alors je crois qu'en moyenne, c'est 3 ans d'attente pour avoir un logement social. Donc on va dire qu'on a la pompe et a besoin d'être un peu réactivé, ou en tout cas le parcours résidentiel a besoin d'être fluidifié. C'est un premier point. Et puis après, il y a juste comme ce qui vient d'être évoqué, c'est-à-dire que on se retrouve petit à petit face à des situations complexes, et donc l'idée aujourd'hui, c'est de pousser de plus en plus pour anticiper ces situations-là. Et puis on a quand même aussi des missions sociales et sociétales, hein. Ça reste dans l'ADN des bailleurs sociaux, qu'ils soient publics ou non, hein. Donc voilà. On a pour habitude de dire ces derniers temps que en l'occurrence à Action Logement, mais c'est le cas pour d'autres bailleurs sociaux, mais qu'en fait on est finalement certainement le plus gros hébergeur, le plus gros bailleur des seniors, en fait, aujourd'hui, sans le savoir. Bah, plus que Donc, Corian ou Clariane ou Emeis, quoi. ouais, c'est juste qu'on n'est pas structuré pour de base, quoi. Mm. Donc voilà, ça devient un vrai sujet, quoi. Manon, tu dois bientôt nous quitter, mais est-ce que tu as le temps pour les quelques questions qu'on a dans le chat Oui, je peux prendre 5 minutes. Alors après, je ne sais pas si je vais y répondre. Alors, Ouais. non, ouais, bah, si tu réponds à celles que tu peux, je sais pas si tu les Alors, as là. je peux commencer. Je vois alors combien de bâtiments disposent d'un espace commun exploitable. Bon, ça, je pourrais laisser aussi Néal répondre. Mais Ouais. ce qu'on constate, c'est que déjà, ça dépend énormément de la structure du parc et des bailleurs et de la manière dont est-ce qu'ils se positionnent. En Île-de-France, pas beaucoup. Pas beaucoup et de moins en moins. C'est aussi des lieux qui sont pas toujours faciles aussi à... Enfin, ça pose des questions après sur les questions économiques, mais en tout cas, il y a quand même de belles initiatives d'exploitation de ces locaux communs résidentiels. Après, je sais pas quelle était... Enfin, je pourrais pas dire exactement la proportion, mais pour moi, c'est quelque chose d'assez marginal. Je dirais sur Villogia, par exemple, je crois qu'on avait essayé d'en recompter. Ils ont un parc de 13 000 logements, je ne sais pas combien ça fait de bâtiments, mais je pense que c'était moins d'une vingtaine, enfin même pas une quinzaine d'espaces communs, et après peut-être même pas tous exploitables, donc c'était vraiment tout petit.
Quel type d'animation ou de campagne de dépistage? Alors ça, je ne saurais pas Ouais, ça, répondre sur je celui-là. C'est répondrai à vraiment... Dieudonné sur cette partie-là. Ouais, ouais. Est-ce que vous mesurez, enfin là du coup c'est pareil, elle est pas forcément elle sera plus pour Paul tout à l'heure sur Oui. la façon où on mesure l'impact des actions sur les populations Après, concernées, de la façon dont c'est ouais, financé ouais. peut-être aussi. Euh, voilà, peut-être tu peux répondre en tout cas Manon, vu qu'on a vu qu'il y avait un intérêt dans les offres de services à avoir des jardins partagés. Oula, c'était dur. Hmm. Euh, Comment ça se passe avec un bailleur qui veut mettre ça en place? Tu disais Millennium Habitat qui a une tendance avec des prestataires, d'autres qui ont des tendances à faire en Ouais. interne. Est-ce que tu as un élément de réponse là-dessus? Euh, là, je vois pas de façon. Enfin, Une ça tendance peut. générale, pas forcément. Non, en fait, je ne vois Hmm. pas comment, une manière un peu, approcher les bailleurs, c'est voir les plus gros. Déjà, commencer peut-être par ceux qui sont les plus gros, ceux qui ont un petit peu plus de moyens pour son action, voir aussi ceux qui ont déjà réalisé des choses dans ce sens, qui ont peut-être, Hmm. en tout cas, qui ont des partenariats. Donc, on va regarder un peu quand on cible des gros bailleurs, voir un peu ce qu'ils font sur LinkedIn pour voir si c'est des choses qui sont plus à l'habitude de faire appel à des prestats. Et puis après, regarder aussi dans les régions par rapport à ce que peut financer les CARSAT, parce qu'après, l'enjeu pour ces actions-là, ça va être quand même derrière le financement. Donc, un des moyens, c'est de passer par tout ce qui est CARSAT, conférence des financeurs au niveau du département. Parce que est-ce que voilà, si le bailleur ne peut pas lui-même financer, donc ça peut être aussi un autre moyen. Et après, sur la dernière question, sur l'utilisation des aides à domicile, alors moi, ce que je perçois, mais je laisserai Enea le compléter, c'est qu'il n'y a pas de... euh, enfin, le bailleur a un rôle plus de détection éventuellement des fragilités, après d'orientation. Il peut avoir des partenariats un peu. C'était le cas, nous, on avait un bailleur Finistère Habitat avec qui on a travaillé, qui avait des conventions avec l'ADMR, qui est voilà, des aides à domicile, Hmm. qui pouvaient plus facilement orienter lorsqu'ils détectaient des besoins, mais c'est quand même, de ce qu'on constate, assez rare. Et j'ai pas vu d'autres bailleurs qui pouvaient avoir ce genre de convention de partenariat. Donc pour moi, j'ai pas vu de bailleurs qui voulaient vraiment organiser des services au-delà après de l'habitat inclusif. Il y a encore autre chose pour lesquelles c'est vraiment organisé. Mais dans l'habitat ordinaire, c'est pas quelque chose que j'ai pu constater. Hmm. Peut-être parce que voilà, ils peuvent prescrire en effet des conseils, on va Voilà, dire, ils vont orienter vers la sur PA, ils vont orienter l'orientation. vers la caisse de Hmm. retraite s'il y a besoin d'aide, mais Ouais. derrière, ils vont pas c'est brave qu'ils fassent des. En tout cas, pour ma part, j'ai pas vraiment observé Hmm. de partenariat avec des aides à domicile pour que vraiment ils soient de manière proactive sur des questions, sauf quand c'est des résidences qui sont vraiment conçues pour et qu'on a vraiment le Hmm. souhait d'accompagner de façon plus rapprochée le locataire, mais pour tout locataire, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup vu. Je sais pas si Paul veut un avis différent sur la question. Et Manon, si tu dois y aller, n'hésite pas à nous. Voilà, voilà, quitte-nous quand tu peux, parce que je sais que tu étais prise et tu as déjà débordé un petit peu sur le temps que tu avais. Oui, 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 je suis désolée, j'avais juste une demi-heure ce matin, enfin Ouais. cet après-midi. Mais voilà, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions, je pourrais répondre après à l'oral et par écrit, je pourrais vous transmettre Hmm. ma présentation et je vous souhaite une bonne suite de Merci webinaire. Manon pour cet éclairage. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Euh, Bah, peut-être Paul, juste ouais, pour désolé, rebondir sur du la. coup, c'était un Non, peu désynchronisé, mais si tu veux répondre aux questions éventuellement, si tu avais des éclairages supplémentaires sur les questions qu'on avait déjà, pas de avant que je te pose problème. les questions que j'avais pour toi. Pas de souci. Donc c'était peut-être là sur la question des aides à domicile. Et Hmm. effectivement, en fait, c'est entre autres ce qui était présenté dans le document de Manon. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y avait donc les différents services proposés, et puis une part de ce qui est fait en interne et ce qui est fait en externe via des partenaires, en fait. Et là, et je rebondis également sur l'autre graphique, sur on va dire, le niveau de maturité sur la stratégie d'accompagnement d'un public senior. Et donc, en gros, on voit bien que finalement, il y a quand même la moitié des bailleurs qui, en gros, soit n'ont pas encore de stratégie, soit s'y intéressent mais savent pas trop comment l'adresser. Donc, quand on met les deux bout à bout, bah, on se rend compte que là, sur l'aide à domicile, on est quand même assez loin euh, du, 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 du métier initial du bailleur Absolument. social. Donc peut-être que dans 10 ans, on aura une autre Hmm. posture, mais en tout cas aujourd'hui, pour les bailleurs qui ont bien conscience de tout ça et qui mettent en place un dispositif,
en général, le volet aide à domicile est forcément externalisé et n'est pas généralisé. Et donc voilà, c'est ce qu'on évoquait avec d'éventuels partenariats et une éventuelle forme de prescription, plus qu'une action, on va dire, proactive et réellement pilotée, quoi. Oui, parce que ça dépasse le champ du logement en tant que tel. Ouais. Ouais, et puis après, quand on rentre là-dedans, en plus, il y a aussi les interventions des acteurs locaux et autres CCAS. Il y a du privé, on peut pas non plus pousser n'importe quel acteur. Voilà, il y a des formes de, de respect de la concurrence aussi, donc ce qui voudrait dire passer par des contrats cadres, etc. Enfin, c'est pas, on commence à mettre le doigt dans un engrenage. Et en fait, auparavant, on a déjà d'autres basiques, on va dire, à assurer avant d'aller sur ce champ-là. Et pourtant, il est quand même essentiel, tu vois. Paul, je me permets Ouais. juste de répondre à la question qu'avait Dieudonné sur le financement et la mise en place de ces outils-là avant de me tourner vers toi et les questions que j'avais pour toi. Je vais partager 30 secondes mon écran. Normalement, hein, vous voyez ça. Vous pouvez me confirmer normalement d'un hochement de tête que vous voyez bien mon écran. En fait, là, pour le financement, notamment dans le parc social, Manon l'a évoqué. En fait, l'assurance retraite a des partenariats directement avec les bailleurs sociaux. Alors, c'est le cas en Ile-de-France, comme elle a pu présenter Manon, mais c'est le cas aussi dans toutes les autres CARSAT, les caisses locales d'assurance retraite. Et là, vous avez les axes du conventionnement de l'assurance retraite avec les bailleurs sociaux. Et vous voyez que, en l'occurrence, toi, de donner des actions de dépistage, ça pourrait rentrer dans l'axe 1 de prévention, visite de prévention, soutien au projet ou atelier collectif. Pour vous qui nous écoutez, vous pouvez aussi éventuellement rentrer dans d'autres axes. Et c'est comme ça que l'assurance retraite finalement soutient le financement d'actions et d'adaptation du logement dans le parc social. Manon l'a justement dit, ça évolue. Voyez la date de ma présentation, hein, mais les axes de convention sont toujours les mêmes, mais on va dire, les calendriers, on va dire, de soutien ont un peu changé, mais en tout cas, les axes de convention sont restés jusqu'à maintenant, les mêmes. Voilà. Et juste pour rebondir peut-être sur ce point-là, c'est sûr que quand on a des porteurs de projets qui viennent avec presque déjà un dossier ou en tout cas des subventions déjà fléchées, donc sur un territoire donné et aussi avec un calendrier, bien sûr, c'est plus simple pour nous de passer, enfin de contractualiser quelque chose. Et après, dans les autres leviers, il y a une partie qui se fait sur des fonds propres, hein, mais avec une latitude qui peut être un peu limitée. Et je pense qu'on pourra en discuter. Et puis ça a déjà été évoqué, mais on est quand même sur un secteur qui est contraint financièrement aussi. Et puis le dernier point, il y a des notions, mais pas pour tout, mais de dégrèvement, entre autres sur la TFPB. Voilà, il y a certaines actions qui peuvent être quelque peu allégées d'un point de vue taxes et Taxe foncière, en effet. qui peuvent être un levier, mais voilà, ça reste limité. L'utilisation des dégrèvements de taxes foncières, en effet, la taxe foncière sur la propriété bâtie sur laquelle ils peuvent alors vous pouvez financer notamment, c'est essentiellement lié au bâti, Ouais. si je ne me trompe pas, mais ça peut financer aussi des offres de services de prévention. Ça reboucle un peu avec la question là, sur les locaux Ouais. d'animation, entre autres, qui avaient été posés. Et puis j'en profite aussi pour y répondre. Alors nous, on est un petit peu particulier puisqu'on est, on va dire, spécialisé dans l'habitat pour les seniors. Donc on est un bailleur social, mais quand même, voilà, où les questions des locataires âgés et de la perte d'autonomie sont des questions que l'on connaît depuis quelques temps maintenant. Et donc sur le volet logement social, donc on a des résidences intergénérationnelles, comme je l'évoquais en introduction. En gros, c'est 69 résidences intergénérationnelles en Nouvelle-Aquitaine, et il y en a une petite quinzaine qui sont dites à thème, où on a donc un local qui est dédié à de l'animation. Donc en gros un 20%, quelque chose comme ça. Et chez un autre bailleur, ce sera encore moins, quoi.
Et du coup, Paul, enfin là, on a vraiment survolé ce qu'était Enéal ce qu'était Enéal et la politique du groupe. Tu peux peut-être voilà, on comprenne un peu de hauteur, en tout cas, sur vraiment l'action d'Enéal, la foncière médico-sociale et le rôle que vous portez sur la politique senior de l'ensemble du groupe et sur l'ensemble des filiales. Ouais, effectivement. Donc si on repart, si on remet la chose dans l'ordre, Mm. donc on est à la fois un bailleur social, donc une ESH, donc c'est-à-dire une filiale du groupe Action Logement. Action Logement, donc c'est un groupe paritaire, donc qui est le plus gros bailleur social en Europe, donc c'est à peu près 1 200 000 logements, quelque chose comme ça. Et, euh, donc on est un bailleur social, historiquement. Et puis on s'est transformé également en foncière médico-sociale depuis maintenant un peu plus de 4 ans. C'était entre autres en réponse au défi démographique qui nous attend, et puis on commence à être en plein dedans. C'était aussi parce que le, le foncier côté médico-social est un foncier qui est vieillissant, et donc l'objectif était de, de, de participer à la réhabilitation de ce foncier-là, et donc de travailler avec les gestionnaires médico-sociaux, donc en rachetant leurs établissements, en menant des travaux de réhabilitation, et ensuite donc en travaillant avec eux en partenariat pour essayer, voilà, pour contribuer en tout cas à une meilleure prise en charge de nos personnes âgées, enfin des personnes âgées, et en particulier des personnes âgées en perte d'autonomie. Ça, c'était sur le volet médico-social, mais qui est finalement aussi important parce qu'il participe aussi au parcours résidentiel, et l'adaptation du logement et la mise en place de services ont parfois leurs limites. Et donc, si jamais on atteint ces limites-là, il faut bien aussi qu'on puisse proposer euh, d'autres types de logements et d'habitat. Mm. Et sur le volet donc logement social qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, donc comme je l'évoquais, nous ça se traduit par des résidences intergénérationnelles. Donc en gros, c'est des logements sociaux classiques, donc qui hébergent des familles. C'est juste qu'on va avoir la moitié des logements qui vont être fléchés et adaptés pour un public âgé. Et avec, donc, comme je le disais juste avant, une petite quinzaine de résidences intergénérationnelles à thème, où là, donc, on a un local qui est dédié à de l'animation. On réalise des partenariats avec des associations locales, et donc l'objectif est d'animer tout ça pour promouvoir le bien vivre ensemble, et par ricochet, le bien vieillir à domicile. Et, euh, et après, bon, je pourrais peut-être revenir sur ce sujet un peu après, parce que je sais qu'il y Mm. avait eu quelques questions sur l'animation des lieux de vie, mais peut-être un dernier point donc, sur la politique senior, donc, qui s'appelle Action Senior, donc, qui maintenant a 2 ans. Donc en fait, le groupe a pris conscience des différents défis qui ont été évoqués précédemment par Manon. Et donc pour le coup, on a mis en place donc une politique senior, donc qui est en fait le fruit d'une collaboration entre plusieurs filiales du groupe. Donc il y a une petite cinquantaine de filiales qui sont rattachées à Action Logement, et donc qui viennent mailler le territoire national. Donc ils sont tous des bailleurs sociaux. Et donc, il y a un ensemble de points, un ensemble de directives à suivre donc pour les différentes filiales. Euh, le constat qui a été fait précédemment est un constat qui est partagé auprès de nos ESH. C'est-à-dire que c'était euh, la même chose. On avait des ESH qui étaient très en avance sur le sujet et qui historiquement l'adressaient depuis des années, d'autres qui étaient un peu plus à la traîne pour tout un tas de raisons. Et donc là, l'idée, c'était de partager un constat commun, de partager des grands défis et des grandes actions communes, et petit à petit de faire en sorte d'avoir un niveau de qualité d'accueil et d'accompagnement qui tendent à s'uniformiser. Et donc, dans les premières actions que l'on a eues, il y a eu donc forcément un travail qui a été fait sur l'adaptation des logements. Donc, une fois de plus, il y avait des grands écarts, et donc l'idée était d'avoir un socle commun qui soit suffisamment qualitatif.
Ensuite, donc ça s'est porté par exemple sur des travaux très pratiques sur la nomenclature et qu'est-ce qu'on estime, enfin comment est-ce qu'on évalue un logement par rapport à son accessibilité, par rapport au fait qu'il soit adapté à un public âgé. Donc voilà, se mettre d'accord sur tous ces termes-là, ce qui était déjà pas simple. Et puis ensuite, petit à petit, donc une fois qu'on a géré, on va dire, ces sujets qui sont plutôt cœur métier pour un bailleur social, et ben là, on commence à toucher au sujet du parcours résidentiel, de la bonne connaissance des locataires âgés, de comprendre leurs différents besoins, on va dire les différents profils aussi de nos locataires, et pour petit à petit ensuite venir mailler ce parcours d'un ensemble de services avec les grands enjeux qui ont été évoqués. Donc certains services cœur métier que l'on pourra porter en direct, d'autres services un peu plus éloignés où il faudra que l'on trouve des partenaires, et puis forcément en enjeu de fond, la question des moyens et de la possibilité ou non d'investir certains services. Et peut-être le dernier point, donc là on est en plein dedans, hein. On est dans la, la- la description de ces différents parcours résidentiels et puis dans la mise en place de ces différents services. Dernier point, c'est peut-être les enjeux comme je l'ai évoqué, mais de alors, je dirais plus que d'essaimer, mais vraiment euh, d'essayer de tendre vers un niveau de qualité qui soit suffisant et qui soit un peu plus uniforme que ce qui est réalisé aujourd'hui, ou voilà, que ce soit sur le plan géographique, en fonction de la typologie de la résidence, en fonction de la typologie du bailleur, etc. En fait, on va se retrouver avec des services et un accompagnement qui sera radicalement différent d'un site à l'autre. Et donc c'est assez complexe, mais en tout cas, on essaie de niveler un peu tout ça. Voilà. Spécifiquement sur la politique, enfin, l'un des axes était la création d'une offre de service un peu commune. Tu peux nous en dire, enfin, commune à l'ensemble des filiales, ce que tu disais. Euh, 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 Tu peux nous en dire un peu plus Ouais. sur cette partie politique servicielle de. Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, c'est comme je l'évoquais là, on est en cours c'est un chantier qui est en cours actuellement, mais en tout cas, et c'est en partie ce qui a été évoqué. Donc, il y a vraiment une brique juste avant ça. Donc, juste de l'adaptation du logement, mais donc ça, on va dire que c'est plus ou moins bien, enfin, c'est assez bien géré, on va dire, Hmm. par le bailleur. La brique qui est intermédiaire juste avant de placer nos services, c'est la bonne connaissance et l'analyse des besoins de nos locataires, et surtout le repérage des fragilités, ce qui aujourd'hui n'est pas toujours acquis, on va dire. Hmm. Et donc ça, il y a un réel enjeu là-dessus. Donc comment est-ce que je fais en sorte de repérer, voire mieux d'anticiper la survenue de ces fragilités, et en plus faire ça à moindre coût. Donc il y a vraiment un équilibre ou un angle à trouver qui est pas évident. Une fois qu'on a ça, c'est là où on rentre un peu plus dans les principaux besoins que l'on souhaite couvrir avec ces différents services. Et en fait, au cœur de ça, il y a le lien social et le recours au droit, qui sont vraiment les deux piliers qui sont à la fois en lien avec nos différentes politiques enfin voilà, c'est dans l'ADN du groupe. Et, euh, et donc voilà, c'est vraiment les deux piliers autour desquels on va essayer d'articuler une offre de service. Et puis après, bien sûr, si on commence à le décliner, bah, c'est là où on va toucher à des notions un peu plus de care management, d'orientation. Mais là, pour le coup, on sera un peu moins, on va dire, cœur métier, quoi. Hmm. Et justement, là, sur ces deux piliers que tu décris de lien social et des recours au droit, vous faites pas tout vous-même et vous faites appel à des prestataires, des partenaires, des associations, des entreprises pour accompagner les filiales sur ce sujet-là.
ça marche comment finalement la mise en place d'un partenariat qui commence sans doute par un pilote au sein d'une filiale du groupe? Ouais. Euh, Ça va beaucoup dépendre de la filiale. C'est la, la grande difficulté. On a un Mm. peu la même image côté médico-social, puisque comme nous, Mm. on a un pied dans chaque secteur, mais finalement, on a un peu la même approche. C'est-à-dire que une fois de plus, en fonction du bailleur, en fonction de la manière dont il est structuré, en fonction de sa maturité sur le sujet, en fonction du territoire d'implantation, en fait, on va avoir des prises de contact et une mise en place de pilotes ou un déploiement de solutions qui sera malheureusement assez hétérogène. Quoi qu'il en soit, peut-être pour schématiser, je pense qu'on peut avoir deux approches en fonction de la maturité de la solution. Typiquement pour une solution qui est déjà commercialisée, déjà mise en place et disponible, il y a bien sûr essayer de faire en sorte d'être bien aligné avec les besoins du bailleur. Euh, il y a le fait de faire preuve de l'utilité de sa solution, donc des bénéfices attendus, que ce soit pour le locataire, mais également pour le bailleur, puisque parfois les porteurs de projets oublient une de ces deux cibles malheureusement. Il y a le fait aussi d'avoir un modèle économique qui soit pertinent dans le contexte qu'on a évoqué. Mm. Donc un contexte avec des coûts au niveau de la construction qui augmentent, avec des coûts au niveau de la consommation d'énergie qui augmentent, avec des niveaux de revenus de nos locataires qui n'augmentent pas suffisamment pour couvrir ces besoins-là, avec aussi le fait que l'on se trouve à la croisée, comme Manon l'évoquait, de à la fois le grand âge, mais également la précarité, qui fait qu'on a une forme de double peine et qui vient miner d'autant plus le niveau d'autonomie de nos locataires. Donc voilà, il y a des marges de manœuvre qui sont pas énormes et pourtant les besoins sont grands. Donc voilà, je sais pas si on peut être un peu positif 30 secondes, je pense que c'est aussi des enjeux qui sont hyper intéressants et quelque part, on est à mon avis une sorte de petit laboratoire de potentiellement ce qui peut se passer sur d'autres secteurs, mais le fait de devoir faire plus avec moins et puis le fait d'accompagner des personnes âgées et possiblement en perte d'autonomie, c'est aussi voilà, quelque chose qui va se généraliser. Et donc, si je reprends juste le fil de ma pensée, donc solution déjà commercialisée, déjà disponible, donc en gros, être le plus solide possible dans le sens où apporter un maximum de références. Si on parle d'Action Logement, le fait d'avoir déjà travaillé avec un ESH, donc avec une autre filiale du groupe, Mm. c'est une super carte d'entrée hein, pour ensuite aller discuter avec d'autres filiales. Essayer de passer, entre guillemets, par le groupe, mais également par le biais des filiales, est une bonne idée. Ça ne marche pas toujours, mais en tout cas, ça peut être une bonne chose, même si, à mon avis, je passerai plutôt par le terrain. Et voilà, je pense qu'il vaut mieux faire ses preuves, pardon, auprès de plusieurs bailleurs et filiales du groupe pour ensuite pouvoir dire, bah, regardez, je suis déjà présent chez plusieurs bailleurs qui en plus ont différentes, enfin, sont de différentes tailles, et ensuite pour moi est un levier qui est encore plus grand auprès du groupe. Mm. Et puis pour des solutions plus en développement, on va dire, là, à mon avis, c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure, c'est soit il faut réussir à s'adresser à des bailleurs plus pointus sur la question, on va dire, ou déjà, voilà, qui ont déjà assez mûri, ouais, qui sont déjà assez matures Mm. sur la question de l'accompagnement d'un public senior. Euh, Ça peut être des petits bailleurs et parfois chez les petits on a plus de souplesse, on va dire. Ça peut être des plus gros. Et puis je pense que dans la proposition d'un pilote, alors je sais que c'est pas toujours simple, mais le fait de trouver un pilote avec le moins d'investissement, voire pas d'investissement financier de la part du bailleur, c'est un frein en moins pour tester la chose.
Donc après que nous, on investisse du temps, voilà, qu'il y ait d'autres leviers de subvention, etc., ça c'est un peu, voilà, c'est la tambouille de chacun, mais si c'est en quelque sorte à faible coût, voire sans coût pour le bailleur, c'est toujours plus simple pour lancer un test, quoi. Certes. J'avais une dernière question pour toi, Paul, avant qu'on éventuellement ait des questions dans le chat. Merci beaucoup déjà pour nous avoir bien éclairé sur comment ça se passe aussi des filiales, qu'on ne soit pas naïf non plus sur même s'il y a des enjeux importants, évidemment, les contraintes le sont aussi. À Action Logement, vous avez un incubateur d'innovation, je ne sais pas comment vous le décrivez, mais qui s'appelle InliLab. Est-ce que tu peux nous en Ouais. parler un peu, décrire ce que c'est? Bah, en fait, on est bien conscient, hein, Mm. que c'est pas toujours simple de transformer, on va dire, et de passer de l'identification de la solution à une mise en place, Mm. opérationnelle et encore plus à un déploiement. Donc il y a, différentes filiales qui ont des initiatives sur le sujet. À l'échelle du groupe aussi, on se structure de mieux en mieux. Le groupe Action Logement est pas si vieux que ça, hein, et il a même pas 10 ans, aujourd'hui. Donc toutes ces actions-là, en fait, commencent petit à petit à porter leurs fruits. Donc déjà au sein d'Eneal, on avait mis en place donc une sorte d'appel à manifestation pour aller identifier des solutions, et donc on a pu, rédiger un catalogue, on va dire, de référencement de différentes, solutions innovantes sur ce sujet-là. On essaie de le faire, vivre et de l'animer, et donc on est en train petit à petit d'activer tout ça, et donc ce catalogue-là, on le communique auprès des filiales, du groupe, puisqu'on a maintenant des référents politiques seniors, au sein de chaque filiale, donc, et qui se réunissent régulièrement. Donc on essaie, voilà, au mieux de communiquer ce catalogue-là. Donc c'est juste un élément parmi d'autres. Mm. Là, plus récemment, on essaie de mettre en place aussi des sortes de sessions de pitch. Donc là, c'est en interne, pour un peu, permettre aux équipes de lever la tête du guidon, et sur des sujets donnés, sur des problématiques données, de faire passer, quelques porteurs de solutions, entre autres extraites du catalogue dont je viens de parler, pour nous permettre d'avoir une bonne vision de ce qui se fait, et ensuite, et une fois de plus, essayer d'enchaîner avec une proposition de mise en place, d'un pilote ou un déploiement. Donc voilà, c'est des choses très, pratico-pratiques qu'on essaie d'activer et qu'on essaie petit à petit de mettre bout à bout pour rationaliser, en fait, nos échanges avec les porteurs de projets qui aujourd'hui se font de manière un peu décousue. Et donc le point que tu évoquais, donc côté Inly, alors on n'est plus trop dans le logement social puisque ça relève du logement intermédiaire, mais justement ça peut être intéressant parce qu'il y a des marges de manœuvre qui sont un peu différentes, et qui parfois sont un peu plus amples que dans le logement social. Donc c'est une des filiales du groupe, une des filiales immobilières du groupe, et donc qui a mis en place un vrai incubateur. Donc il y a, des saisons, il y a des dépôts de dossiers, et puis ensuite quand le porteur de projet est sélectionné, donc il peut bénéficier, d'une aide, d'un accompagnement. On lui ouvre les portes, en interne, il y ouvre son réseau également. Je crois également qu'il y a un soutien financier, mais je veux pas non plus dire de bêtises, et puis après ils vont me ils vont me passer un coup de fil en me disant que j'ai raconté des conneries. Mais en tout cas, il y a un vrai accompagnement, et je sais que voilà, qu'ils ont accompagné des belles boîtes, plutôt côté, immobilier, bâti, RSE également, plus que, on va dire, senior. Mais ça peut être un levier, intéressant, et aussi ouvrir des portes, parce que là, eux, ils ont donc un pied, pardon, dans le logement social, mais aussi et surtout un pied dans le logement intermédiaire. Donc voilà, ça peut être intéressant également. Merci Paul. Est-ce que tu avais des points que tu voulais rajouter? Moi, j'ai la réponse à mes questions que j'avais pour toi, mais peut-être il y a quelque chose que tu veux rajouter. En tout cas, n'hésitez pas à vous poser vos questions dans le chat, hein. On y répondra. On a répondu à certaines déjà. Peut-être. Non, peut-être juste, dire que l'on est conscient que le
on va dire, le temps d'un locataire n'est pas le temps d'un porteur de solution et que le temps d'un porteur de solution n'est pas le temps d'un bailleur social et que c'est pas toujours évident de réussir à trouver le bon rythme et à trouver le bon alignement des planètes pour pouvoir mettre en place des solutions. Et que voilà, et bien souvent, même si l'intérêt peut être clair, la mise en place opérationnelle et on va dire tout le côté ingénierie est pas si évident que ça à Bien sûr. mettre en place, surtout quand on veut déployer de manière large certaines solutions. Donc voilà, on essaie petit à petit de structurer tout ça. Ça va prendre encore un peu de temps, mais, euh, mais en tout cas, on espère travailler dans la bonne direction. Euh, Merci beaucoup, Paul. Moi, je voulais juste, j'en profite hein, pour vous partager justement aussi une opportunité sur euh, 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 une opportunité, désolé, et je vais la retrouver, pardon, sur du financement de projets et d'innovation sur le champ du logement social. Je voulais vous repartager rapidement mon écran si j'arrive à trouver euh, ce que je cherchais. Ah oui, c'est bon, j'ai retrouvé. Non, j'ai pas retrouvé encore. Pardon, je vous réouvre ce document que je voudrais vous montrer. Euh, voilà, c'est bon. Il peut y avoir des opportunités ponctuelles et vous l'avez dit tous les deux, Paul et Manon, que il y avait finalement, et c'était ça qui était intéressant aussi, il y avait deux types finalement de bailleurs sociaux. Il y avait les ESH, les entreprises solidaires de l'habitat, qui sont des bailleurs privés, mais des bailleurs sociaux tout de même. Et il y avait les OPH, les offices publics de l'habitat, qui sont, elles, issus des collectivités. Donc, par exemple, je reprends des noms de bailleurs sociaux cités par Manon. Est Ensemble Habitat, c'est l'OPH, donc l'Office public HLM, de c'est pas une communauté d'agglo, mais en tout cas du département ouais, non, c'est pas, même pas du département, c'est de la collectivité territoriale de l'Est parisien. Donc c'est Montreuil, Bobigny. Donc là, c'est un OPH. En revanche, Villogière ou Énéal sont des ESH. Voilà. Donc, et là, ça fait l'atterrissage à ce que je vous montre à mon écran, c'est que là, par exemple, des grandes métropoles, bah, là, en l'occurrence celle de Aix-Marseille, portent aussi des fonds d'innovation pour développer des solutions pour leur habitat social, les OPH en l'occurrence, c'est là où se fait l'atterrissage. Et là, on a en ce moment, donc là, la première vague est passée, mais il y aura une seconde vague pour financer des projets. Alors, c'est pas spécifiquement en l'occurrence sur le vieillissement, mais c'est bien les publics cibles qui sont visés, les premiers publics cibles qui sont visés via cet appel à projet d'innovation et de montage de projets. Donc voilà. Il y aura j'ai plus exactement la fin de la date, la date de fin, pardon, de cet appel à projet, mais qui doit être de tête courant septembre pour la seconde vague. Voilà. Donc il peut y avoir des aides aussi spécifiques des grosses collectivités pour le financement d'initiatives sur le champ du parc social. Je vais vous mettre du coup dans le chat euh, ce que je viens de vous montrer à l'écran. Euh, et s'il y a des questions, n'hésitez pas, c'est le dernier moment pour les poser. Ouais, il y avait Si, peut-être hein. aussi un autre point qui avait été abordé, mais peut-être autour du logement inclusif ou Ouais. logement accompagné.
Et en fait, c'est un sujet qui intéresse les bailleurs depuis pas mal de temps, qui est poussé entre autres par la CNSA, qui est à la fois poussé, mais dont les financements sont un peu en train de ralentir. Donc, on a parfois un peu du mal à se positionner. Mais en tout cas, donc voilà, c'est les résidences dont on parlait, avec des lieux d'animation, avec un accompagnement qui est bien plus fort auprès donc d'un public soit en situation de handicap, soit âgé. Aujourd'hui, clairement, on a du mal à trouver un équilibre financier sur le volet animation de ces lieux-là. Donc il y a tout de même pas mal d'opportunités, et c'est un sujet qui, on va dire, est à la mode, mais qui fait sens aussi. Et qui permet donc une fois de plus d'apporter du service, et qui permettrait à des résidents ou à des locataires de rester plus longtemps dans de bonnes conditions à domicile. Pour autant, ça reste aujourd'hui quand même assez marginal par rapport au volume de logements sociaux. Ça reste quand même une petite goutte, hein. Et même si les besoins sont grands. Et puis voilà, je voulais peut-être réinsister sur le fait que c'est un secteur contraint, mais si jamais on arrive une fois de plus à trouver la formule magique, en quelque sorte, ça ouvre quand même des perspectives qui sont assez importantes. Vu une fois de plus le besoin et les besoins et le volume de personnes que l'on touche. Donc voilà. C'est pas simple, mais c'est intéressant, à mon avis. Non, mais en effet, c'est avec ce que tu entends, c'est les aides à la vie partagée. Et de toute façon, dans le parc social, voilà, les cofinanceurs aussi, au-delà de ce qu'on décrivait, les dégrèvements de TFPB, ou c'est avant tout les CARSAT et éventuellement les groupes de protection sociale côté retraite complémentaire d'Agirc-Arrco qui, eux, peuvent solvabiliser ou en aide individuelle pour ceux qui nous ont suivis ce matin, ou en action collective des œuvres de service qui plus est bénéficient aux personnes qui en ont le plus besoin. Euh, et merci Ariel, en effet, 12 septembre 2025 pour l'appel à projet de la métropole Aix-Marseille. Si on n'a pas d'autres questions, je vous propose qu'on s'en arrête là, et il me reste qu'à remercier Paul, Manon qui nous écoute plus, mais que je remercie également. Mais Paul, merci beaucoup d'avoir pris le temps, en tout cas, d'expliquer aussi au réseau Sylor-Vallée ce que fait Enéal, ce que fait le groupe Action Logement, ce que font les bailleurs sociaux aussi en général. Et voilà, pas avoir une vision naïve non plus des possibilités, mais bien comprendre que les besoins aussi sont peut-être encore plus prégnants dans ce plat qu'on a dans ces habitats-là. Là, on a fragilité sociale, financière, et parfois éloigné des messages un peu institutionnels de prévention et du recours au droit, tu l'as bien dit. Merci Super. beaucoup, Paul. Merci pour l'invitation, et puis on sera très certainement amené à se croiser. Peut-être à l'afterwork ce soir, vu que je vous rappelle à tous qu'il y a un afterwork ce soir au Social Bar dans le 12e arrondissement de Paris. J'y serai. Et Paul y sera, voilà. Merci beaucoup. Si vous le voyez en chair et en os. Merci à tous, bon après-midi. Merci, bon À après-midi. bientôt.